Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition des masterclass de l'excellence commerciale. Aujourd'hui, nous allons découvrir ou redécouvrir un outil très pratique pour réfléchir à la transformation des organisations. Et on va regarder, étudier cet outil au niveau du coaching individuel, au niveau du management d'équipe, et au niveau de la transformation d'une organisation dans son ensemble. Comme à l'habitude, nous allons commencer par dire que vous êtes formidables. Vous êtes formidables. Aujourd'hui, vous êtes 312 inscrits au Masterclass de l'excellence commerciale. Un immense merci pour votre fidélité. On essaye chaque semaine de se renouveler, de trouver des sujets qui vous intéressent, qui sont pratiques et qui vous aident au quotidien avec vos équipes. Alors, qui sommes-nous? Les masterclass de l'Incentive commercial sont sponsorisés par Incentive. Incentive, c'est une application mobile qui répond aux besoins des managers d'avoir un peu plus que des emails et des tableaux de chiffres pour animer et engager leurs équipes, alors qu'aujourd'hui, on a dans nos poches des applications mobiles pour s'entraîner à un marathon ou pour apprendre une nouvelle langue comme Duolingo. Et donc, Incentive travaille aujourd'hui dans une vingtaine de pays. L'application est disponible dans 9 langues, dans un vaste éventail d'industries. On a contribué à une croissance supplémentaire de 250 millions d'euros pour nos clients et nous sommes les vainqueurs des 3 derniers trophées de la motivation. En 2017 avec Air Liquide, en 2018 avec la SNCF, les bars TGV, et en 2019 avec Groupama GAN. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la matrice Skill Wheel. La matrice Skill Wheel, c'est un outil qui a été développé au milieu des années 90 par Max Landsberg. L'enjeu est le suivant. Pendant de nombreuses années, le métier du commercial est devenu de plus en plus outillé et processisé. Et les managers ont eu la responsabilité de mettre en place les outils, de mettre en place les process. Et donc progressivement, on a demandé aux managers de produire de plus en plus de reporting pour s'assurer que les outils et les process étaient bien appliqués. Et les managers sont devenus des managers process avec des râteaux hiérarchiques de plus en plus larges. Alors ça fonctionne très bien dans un environnement qui est stable, avec un processus industriel, quasi industriel. Aujourd'hui, les organisations font face à des transformations majeures qui viennent des clients, qui ont des nouvelles attentes, qui viennent de la concurrence, l'ubérisation, la digitalisation, la désintermédiation, et qui viennent aussi de l'intérieur avec des attentes des collaborateurs qui changent, qui demandent plus d'implication, plus d'attention de la part du management. Et pour accompagner ces transformations, le manager process ne suffit plus, puisque les process doivent évoluer et le rôle du manager, ça va être de coacher l'ensemble des équipes dans ces transformations. Et donc il y a un shift très important qui est en train de se produire, et une des conséquences de cette accélération des transformations du business, c'est que les entreprises ont du mal à garder le rythme. Et une statistique de Gartner, qui a été publiée par Gartner il y a 2 ans, démontre que 2/3 des programmes de transformation n'atteignent pas leur objectif. 2/3 des programmes de transformation n'atteignent pas leur objectif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les managers focalisés sur leur processus ont du mal à s'approprier les transformations, ont du mal à accompagner leurs équipes dans le changement, et donc les plans de transformation ne sont pas appliqués durablement sur le terrain, et quand l'équipe projet s'en va ou quand le management change de focus, l'organisation retrouve son équilibre antérieur. Donc il y a en jeu des implications financières et organisationnelles majeures, et on va voir comment l'outil, cette matrice Skill Wheel, qui a déjà quelques années, près de 25 ans, comment cette matrice peut vous aider
à engager plus efficacement vos équipes et vos organisations. Alors, théorie et pratique, donc la matrice Skill Wheel, sortie pour la première fois en 1996 par Max Landsberg. Max Landsberg qui était un partenaire chez Heidrick & Struggles, qui était ensuite partenaire chez McKinsey, a décrit, c'est un livre que je vous conseille, hein, ça se lit comme un roman, c'est très simple d'accès et absolument passionnant. Et donc Max Landsberg dit finalement l'action, elle demande deux choses. Elle demande qu'un collaborateur sache faire et elle demande qu'un collaborateur veuille faire. Et si on distingue les deux sujets et qu'on travaille sur ces deux leviers finalement d'action, on sera beaucoup plus efficace en tant que manager. Donc le constat est simple, mais ça a des répercussions importantes en termes de management. En termes de management d'équipe. Alors, la première application que Max Landsberg trouve, c'est sur le management de personnes. Et on va voir successivement aujourd'hui comment on peut utiliser la matrice Skill Wheel pour le coaching individuel, comment est-ce qu'on peut utiliser la matrice Skill Wheel pour réfléchir au management de l'équipe et aux synergies qu'on peut trouver entre les membres de l'équipe. Et on va regarder, étudier comment est-ce qu'on peut utiliser cette matrice Skill Wheel pour animer la transformation d'une organisation et un programme de transformation. Donc on va commencer par l'animation, le coaching individuel. Et donc là, la question que Max Landsberg se pose, c'est comment adapter le management en fonction de chaque personne étant unique, chaque personne a une position spécifique sur cette matrice, et comment je vais adapter mon management en fonction de la situation de chacun. Et alors finalement, quand on regarde la situation de chacun, on va avoir des gens qui ont peu de capacité, peu de motivation, qu'il va falloir diriger, des gens qui ont une grande capacité, de bonnes compétences, mais qui manquent de motivation, il va falloir les engager. En haut à gauche, en vert, des gens qui ont pas encore assez de compétences, mais qui sont pleins de bonne volonté, qu'il va falloir accompagner, former, coacher. Et puis des gens qui ont à la fois qui ont tout ce qu'il faut, qui ont à la fois le skill et le will, qui sont compétents et qui ont la motivation, qui sont engagés, et sur lequel le manager va pouvoir s'appliquer. Alors, on va regarder, vous avez beaucoup de littérature qui existe, vous pouvez en trouver sur Internet, il y a beaucoup de livres qui ont été ensuite écrits sur ce thème de l'adaptation du management sur la matrice Skill Wheel. Je vous ai résumé quelques points pour vous les rappeler, et on va rebalayer chacun des quatre segments de collaborateurs. Le premier collaborateur qu'on va regarder, c'est celui qui a une bonne motivation, mais qui n'a pas encore toutes les compétences nécessaires pour être efficace dans son travail. Donc c'est le formé. Et à ce collaborateur, mais il va falloir discuter avec lui tout d'abord des méthodes. Il va falloir ensuite préciser les compétences les plus critiques à développer avec lui. Et puis ensuite, un coaching régulier s'impose pour s'assurer qu'on le fasse monter assez rapidement dans ses capacités. Alors bien sûr, le coaching sera adapté en fonction des compétences qui ont été identifiées avec lui, des compétences à développer qui ont été identifiées avec lui. C'est un collaborateur à qui il faut donner du feedback beaucoup plus régulièrement pour l'aider à corriger ses comportements, son discours, ses méthodologies, et focaliser la valorisation sur les progrès réalisés, même les petits progrès, parce que c'est quelqu'un qui est motivé, et donc il faut lui indiquer à travers la valorisation. L'idée de la valorisation, c'est pas de motiver. L'idée de la valorisation pour ce segment, c'est d'encourager les comportements positifs. Donc voilà, ça c'est le premier type de collaborateur. Le deuxième type de collaborateur qu'on va regarder ensemble, c'est les collaborateurs qui sont
ni très motivé, ni très compétent, qui manque de capacité, hein, qu'il va falloir diriger. Alors là, il va falloir travailler sur les deux leviers. Et il va falloir discuter de ce qui motiverait le collaborateur, s'accorder sur des objectifs réalisables, clarifier les règles, les méthodes, les deadlines, pour guider le plus possible ce collaborateur dans un chemin qui soit très clair et direct pour lui. Et puis, on va s'attacher à renforcer des petites victoires, des quick wins, hein, comme on les appelle, des victoires rapides qui vont donner confiance à ce collaborateur. Un collaborateur qui est ni motivé ni compétent, c'est en général souvent un collaborateur qui manque de confiance en lui. Et puis, progressivement, au fur et à mesure que les progrès se font sentir, on va diminuer le contrôle et laisser de plus en plus de marge de manœuvre. Et bien sûr, continuer à féliciter et célébrer tous les succès, à la fois pour le motiver et pour lui indiquer la bonne voie. Troisième type de collaborateurs, des collaborateurs qui ont toutes les capacités, toutes les compétences, qui ont bien été formés, mais qui manquent d'engagement, qui manquent de motivation. Avec ces collaborateurs, on va s'attacher à expliquer pourquoi est-ce que le collaborateur est la meilleure personne pour accomplir les tâches. Qu'est-ce qui fait qu'il est au bon endroit, au bon niveau, au bon moment. Donc, on va expliquer aussi pourquoi la tâche est importante. Pourquoi la tâche est importante. On va essayer de profiter de l'engagement du reste de l'équipe, hein, pour l'emmener dans un mouvement collectif. Donc, on va lui donner des responsabilités au sein de l'équipe, hein, pour qu'il se responsabilise, que ce soit une motivation pas simplement individuelle, mais on va lui offrir des occasions de se motiver socialement avec le reste du groupe. Et puis, bien sûr, on va célébrer et féliciter tous les succès. Et puis, le dernier type de collaborateurs qu'on aimerait tous savoir, ce sont des collaborateurs qui sont à la fois compétents et motivés. Et alors, finalement, c'est des collaborateurs qui sont très souvent délaissés par les managers. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui sont bons, qui sont motivés, qui sont parfois quasiment du même niveau que le manager. Et donc, le manager se dit, c'est bon, j'ai pas besoin de passer du temps avec eux, puisqu'ils se débrouillent très bien sans moi. Et alors ça, c'est une grave erreur. C'est une grave erreur parce qu'on voit dans beaucoup d'organisations ces talents qui quittent l'entreprise alors qu'ils sont reconnus, alors qu'ils ont une rémunération correcte, mais simplement, ils ne se sentent plus progresser. Et un des premiers leviers de motivation d'un collaborateur, c'est est-ce que l'entreprise continue à investir en moi? Est-ce que l'entreprise continue à me former et me permet d'améliorer mon employabilité? Et ça, c'est le rôle du manager direct. Donc, ces personnes qui sont dans ce cadran-là, dans le cadran délégué, c'est des personnes qu'il faut suivre de façon encore plus assidue parce que c'est souvent ceux qui ramènent aussi beaucoup de chiffres dans une organisation commerciale. Et donc, il faut être très clair sur les objectifs. Il faut impliquer, bien sûr, ses collaborateurs dans la prise de décision, qui se sentent progressivement partie prenante de la stratégie de l'entreprise, au moins de la stratégie de l'équipe. Il faut souvent demander leur opinion sur toutes les décisions importantes qu'on va prendre, valider que les messages managériaux sont bien compris. Les écarts ou les frustrations qui peuvent naître sont souvent des écarts ou des frustrations de communication. Et donc, comme ces collaborateurs sont précieux, il faut s'assurer que la communication soit parfaitement fluide et parfaitement passée avec eux. Et puis, progressivement, déléguer, donner des responsabilités, donner de l'autorité, sans oublier ce coaching régulier avec ce feedback pour aider cette personne à continuer à progresser, parce que même si elle est compétente et motivée, elle a elle aussi un plan de carrière, elle a elle aussi des ambitions, elle a elle aussi un chemin à parcourir, et c'est le rôle du manager de l'accompagner sur ce chemin, et donc de faire le point à chaque étape clé de son parcours, de ses progrès, des affaires qu'elle signe, et bien sûr continuer à féliciter et à récompenser pour les succès.
Voilà, donc une approche qui est assez classique de segmentation de ses collaborateurs sur la matrice Skill-Wheel, mais qui, quand on l'apprend avec cœur, permet d'harmoniser un management plus spécifique et donc plus efficace vis-à-vis de ses collaborateurs. On passe un peu moins de temps, mais du temps plus pertinent avec des messages qui sont plus adaptés. Donc voilà, cette première partie, c'est comment on applique la matrice Skill Wheel au management individuel. Le deuxième sujet que j'aimerais voir avec vous, c'est comment est-ce qu'on va utiliser cette matrice dans le cadre d'une animation d'équipe. Donc je suis manager, alors je peux être directeur régional, je peux être directeur commercial. Si je suis directeur commercial, ce sera l'animation de mes directeurs régionaux. Si je suis directeur régional, ça sera l'animation de mes managers de proximité. Et puis, si je suis manager de proximité, ça sera l'animation de mon collectif et de l'équipe. Là, l'enjeu, il n'est plus d'adapter le management à chaque collaborateur. Il est de se dire comment est-ce que je vais maximiser les synergies entre les membres de l'équipe. Comment est-ce que je vais utiliser toutes les ressources qui sont présentes au sein de mon équipe pour que chacun puisse donner le meilleur de lui-même, à la fois dans son travail au quotidien, mais aussi dans sa relation avec les autres. Et là, on va reprendre finalement nos 4 segments, hein, et j'ai parmi les collaborateurs, j'ai des gens qui sont dans les 4 segments. Et puis, on va se dire, on va utiliser finalement la partie haute et la partie droite dans l'animation commerciale. Donc, la matrice Skill-Wheel appliquée à une équipe, c'est impliquer les collaborateurs. Alors, dans ce premier exemple, c'est les collaborateurs qui sont fortement motivés, qui soient compétents ou qui aient besoin d'être formés, peu importe. On regarde ce que peuvent nous apporter le surplus de motivation de ces collaborateurs, donc du monsieur barbu et de la jeune dame qui nous fait un clin d'œil. Et ben, ces collaborateurs sont une source d'énergie positive pour l'équipe. Et donc tout l'enjeu, ça va être de leverager, d'utiliser cette source d'énergie pour engager l'ensemble des collaborateurs. Donc c'est des gens qu'on va pouvoir impliquer dans l'animation de l'équipe, dans la communication de l'équipe. Et on observe, nous, chez nos clients, une différence entre les gens qui prennent du plaisir à animer, à communiquer, à encourager, à engager, et les meilleurs performeurs. Ce ne sont pas toujours les mêmes qui ont les meilleurs résultats et ceux qui participent ou qui s'impliquent le plus. Et finalement, quand on anime une équipe, c'est comme quand on anime une communauté sur Internet. On a besoin de gens compétents, on a besoin d'experts, mais on a besoin aussi de gens qui vont créer du lien social, qui vont faire partie de ces ingrédients d'une mayonnaise qui prend. Et ces personnes-là, on va les retrouver parfois avec des surperformeurs, hein, qui sont la jeune fille en haut à droite, et parfois parmi des gens qui ne sont pas forcément les meilleurs performeurs. Donc on va les impliquer dans l'animation, et puis à chaque fois qu'on crée un groupe de travail, on va s'assurer qu'il y a toujours une personne très motivée qui est dans ce groupe de travail, hein, pour fournir ce surplus d'énergie positive au groupe. Et c'est des gens à qui on va pouvoir déléguer des tâches d'animation qui ne sont pas très complexes techniquement ou juridiquement ou commercialement, mais qui ont besoin d'être réalisées pour la vie de l'équipe. Et donc, on va déléguer ces tâches simples, ce qui va continuer à motiver ses collaborateurs. Donc là, on a vu comment est-ce qu'on pouvait utiliser au mieux les gens qui avaient ce surplus de motivation, ce surplus d'énergie positive, pour emmener tout le collectif rapidement dans le succès et dans les transformations. Et puis le deuxième groupe sur lequel on va pouvoir s'appuyer en tant que manager, hein, pour renforcer les synergies au sein de l'équipe, c'est naturellement le groupe de droite,
hein, donc les gens qui sont fortement compétents et qui sont une source d'expertise pour l'équipe. Alors bien sûr, la jeune fille en haut à droite, elle est impliquée dans les deux. C'est bien sûr des valeurs sûres sur lesquelles un manager va pouvoir s'appuyer pour l'aider à manager, à animer, à faire grandir son équipe. Mais la personne qui est aussi qui est compétente mais pas très motivée, va pouvoir être impliquée aussi dans l'animation de l'équipe comme une source d'expertise. Donc, c'est des gens qu'on va impliquer dans le coaching. Et quand vous avez un collaborateur compétent que vous commencez à mettre en position de coach d'un de ses pairs, d'un de ses collègues, immédiatement, vous allez relever son niveau de motivation et d'implication parce qu'il va se sentir une responsabilité. Une responsabilité parce qu'il va se sentir fier de cette délégation d'autorité que vous lui confiez. Et puis parce que il va vouloir continuer à apprendre pour apporter un coaching toujours plus efficace à ses collègues. Alors bien sûr, on va aussi intégrer un profil expert dans chaque groupe de travail. Hein, il faut des profils motivés et puis des profils experts. Et puis on va pouvoir déléguer des tâches plus sophistiquées, plus techniques, plus complexes à ses collaborateurs. Donc voilà une deuxième manière de regarder cette matrice skill wheel, hein, qui est la dynamique au sein de l'équipe et comment je peux utiliser les compétences de chacun au profit du groupe pour engager l'ensemble du collectif dans une transformation. Le troisième sujet que je voulais voir avec vous, c'est comment on peut appliquer les principes de la matrice Skill Wheel dans la transformation d'une organisation. Donc là, on parle d'un groupe, hein, de plusieurs équipes, éventuellement plusieurs pays, plusieurs BU, donc un groupe complexe qu'il va falloir emmener dans une transformation. Et là, la question, c'est comment est-ce que je peux engager tout le monde dans cette transformation. Et alors, engager tout le monde dans une transformation, c'est compliqué. C'est compliqué parce que dans une organisation, on a souvent une courbe de Gauss, hein, avec des gens qui sont des stars. On a un peloton. Hein, les stars représentent 10-15% en moyenne de la population. On a le peloton, qui sont les bons soldats, qui font à peu près leurs objectifs, peu ou prou, année après année, qui ne posent pas trop de questions. Et puis, on a les retardataires. Alors, les retardataires, il y en a de plusieurs types. Il y a les nouveaux qui viennent d'arriver, qu'il va falloir coacher, accompagner, former. Il y a ceux qui ont une petite baisse de régime qu'il va falloir reprendre en main, coacher, accompagner pour les faire remonter jusqu'au peloton. Hein. Et puis, il y a ceux qui sont vraiment en fin de cycle et qui ont besoin de retrouver peut-être une autre orientation professionnelle, un autre rôle dans l'entreprise, dans l'organisation. Voilà. Et donc, cet accompagnement spécifique prend beaucoup de temps et finalement, les managers, les études montrent qu'ils passent beaucoup de temps avec les stars parce qu'ils travaillent sur les gros projets. Et puis, c'est des gens pleins de dynamisme et plein d'entrain. Et puis, les managers passent aussi beaucoup de temps avec les retardataires pour les aider à remonter la pente. Et finalement, le peloton est délaissé. Hein, le peloton est délaissé. Alors ça, c'est très bien, encore une fois, dans une organisation, dans un univers stable, parce que le peloton va imiter les stars et puis progresser doucement. Quand il s'agit de transformer une organisation pour faire face à un nouveau marché, si je prends l'exemple de Philips Lighting, hein, Philips Lighting, c'est une organisation qui vendait des néons en gros par palette. Hein. Demain, Philips Lighting va vendre des contrats de 20 ans de Lumen au mètre carré à Vinci ou à Bouygues, à des grands promoteurs immobiliers. Hein, donc vous avez un métier qui est en train de se transformer radicalement, hein, qui était un métier de produit, qui progressivement va devenir un métier de service. Et donc, comment j'accompagne mes commerciaux dans cette transformation? Ben là, je ne peux pas uniquement travailler avec les stars et les retardataires. Il faut impérativement que l'organisation accompagne l'ensemble du peloton dans cette transformation. Donc, c'est de ça dont on parle. Hein, c'est de ça dont on parle. Et si on ne réussit pas à accompagner le peloton, ben le peloton, progressivement, face à cette transformation, il va
va se raidir, et puis la performance du peloton va se dégrader parce qu'il l'organisation n'ira pas aussi vite que le marché. Et puis, donc il y aura un problème financier de performance. Et puis, bien sûr, les stars risquent à ce moment-là de quitter le navire, voyant que l'organisation n'avance pas assez vite. Donc, il y a un vrai risque à la fois financier et humain si on ne réussit pas à transformer, à accompagner le peloton dans les transformations. Et donc, pour ça, si on retrouve notre matrice skill-wheel, finalement, cette petite courbe de Gauss, on va la retrouver sur la partie skill et puis sur la partie wheel. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont être, il va y avoir des stars, un peloton et un retardataire en termes de compétences. Et puis de la même façon, en termes de motivation, je vais avoir des stars, un peloton et des retardataires. Et donc là, plutôt que de se représenter la segmentation, on a vu déjà comment est-ce qu'on pouvait alimenter la réflexion au niveau d'une équipe et mettre en œuvre les synergies entre les différents membres de l'équipe. Là, ce que je vous propose, c'est plutôt de réfléchir à un programme de transformation, comment se passe un programme de transformation et comment est-ce qu'on peut éviter, en travaillant sur le skill et le will de façon autonome, comment est-ce qu'on peut éviter que ces programmes de transformation soient comme un soufflet qui retombe dès qu'on le sort du four. Et donc, vous avez là un certain nombre d'outils à votre disposition pour accompagner une transformation. Alors la courbe en pointillé, c'est une courbe d'une transformation classique, comme on voyait tout à l'heure avec Gartner. J'ai assez peu de préparation, j'ai un déploiement d'une transformation qui peut être un lancement de produit, qui peut être une réorganisation, qui peut être le déploiement de Salesforce ou d'un nouveau CRM ou d'un nouvel outil. Et puis, quand le management n'a pas réussi, quand le manager n'a pas réussi à engager toute son organisation, j'ai l'adoption qui retombe. Dans la phase de croissance, j'ai l'adoption qui retombe. L'axe des ordonnées, l'axe vertical, c'est l'adoption du changement. Et donc l'objectif, bien sûr, c'est de faire en sorte que la transformation, elle soit durable et que j'engage mes collaborateurs bien au-delà de la phase de déploiement. Et alors pour ça, on va pouvoir travailler sur le skill et sur le will et mettre en place des outils, des mécaniques spécifiques sur le skill et sur le will tout au long de la progression de cette transformation. Donc, je prends une transformation, par exemple le déploiement de Salesforce. Je vais commencer par engager, donc je vais travailler sur le will, engager tout le monde avec un challenge teasing pour dire toute l'importance du projet pour l'organisation. Et ça va se faire à travers des quiz, à travers une inscription sur une plateforme. Alors, si vous avez Incentive, bien sûr, toutes ces fonctionnalités sont intégrées et facilitées, mais vous pouvez le faire aussi tout à fait indépendamment avec vos propres outils, avec des tableaux de chiffres, avec des emails, sur un réseau social de l'entreprise. Donc, on va commencer par un challenge de teasing pour renforcer l'implication des gens dès le début, pour que tout le monde se sente engagé dans la transformation. Après, je suis très important pour la diffusion des compétences, c'est d'avoir un programme d'ambassadeurs. Les managers peuvent être ambassadeurs, mais également des personnes au sein de l'organisation. Et puis ensuite, on va former chacun à nouveaux produits ou à Salesforce si vous lancez Salesforce, avec un parcours d'onboarding qui va être une suite de micro-formations à réaliser et de séances de coaching à faire. Et puis ensuite, on va engager les équipes avec des challenges d'équipe pendant cette phase de déploiement en analysant les retours terrain en temps réel pour s'assurer que tout est clair pour tout le monde. Et puis, on va célébrer, féliciter chaque succès pour renforcer cette dynamique positive, cette énergie positive avec chaque collaborateur. Et puis ensuite, dans la phase de croissance, et c'est là la phase la plus critique dans une transformation, on va mettre en place du coaching pair à pair, comme on l'a vu tout à l'heure, profiter des experts qui existent dans chaque équipe et leur demander de coacher les collaborateurs qui sont moins compétents ou qui viennent d'arriver. On va ensuite animer
dans la durée le partage de bonnes pratiques qu'on va également pouvoir gamifier pour s'assurer que les bonnes pratiques continuent à être partagées tout au long de l'année, avec bien sûr une animation dynamique des indicateurs clés de succès. Donc voilà une progression d'une transformation réussie qui va s'appuyer sur des briques fonctionnelles ou des briques d'animation qui vont traiter alternativement le skill et le voilà, alors en résumé puisqu'on approche à la fin de cette présentation, premièrement, sans skill wheel, il n'y a pas d'action. Pour qu'il y ait de l'action, il faut que les gens, qu'une personne veuille faire et qu'une personne sache faire. Si l'un des deux manque, il n'y a pas d'action. Et en comprenant la matrice skill wheel de chaque personne, on arrive à un coaching plus personnalisé et donc beaucoup plus efficace. Quand on travaille au niveau de l'équipe, on va s'appuyer sur le groupe des gens motivés pour engager l'équipe dans l'action et dans la communication. Et puis on va s'appuyer sur les experts pour coacher les non-experts. C'est la force de ce qu'on appelait le peer-to-peer. Donc c'est utiliser les membres de l'équipe comme des relais efficaces du manager. Et puis, en dernier, ce qu'on a vu, c'est que la bonne orchestration du skill wheel permet une appropriation durable du changement par l'ensemble de l'organisation. Alors, quelques idées bonus, c'est traditionnel chez Incentive. Alors, le premier ouvrage que je vous conseille, qui se lit très facilement, qui est disponible dans toutes les bonnes librairies, c'est The Tao of Coaching par Max Landsberg, qui a introduit cette matrice Skill Wheel. Il y a une deuxième édition en 2003. Vous avez également The Tao of Motivation que Max Landsberg a sorti il y a quelques années. Donc un ouvrage de référence que vous pouvez offrir à tous vos collaborateurs. C'est un petit ouvrage qui se lit très bien comme un roman. Deuxième ouvrage de référence de BJ Fogg, le modèle comportemental de BJ Fogg. Alors lui, il a rajouté à Skill Wheel, il a rajouté un troisième élément qui s'appelle le trigger. C'est-à-dire qu'il dit il faut qu'on soit motivé, il faut qu'on soit compétent, mais il faut qu'il y ait un petit déclencheur pour que l'action arrive. Et ça date de 2003. Le dernier ouvrage de BJ Fogg sur la théorie des petits pas, donc c'est The Small Changes That Change Everything, très intéressant, très très grand public. Et puis le dernier ouvrage de Ken Blanchard, qui est un best-seller sur l'art de manager au quotidien, qu'on a déjà dû citer dans les masterclass de l'excellence commerciale. C'est le nouveau Manager Minute, The One Minute Manager, un best-seller sur l'art de manager au quotidien. Voilà, il est 12h02. Nous arrivons à la fin de cette présentation. Je vous remercie de votre attention. Ceux qui ont un agenda chargé peuvent retourner à leurs occupations. La semaine prochaine, on aura le plaisir de recevoir Ludovic Bard-Dumain, qui est un champion de France de water polo, qui est également inspecteur commercial, manager commercial chez Allianz, et qui nous parlera de sport de haut niveau et de management commercial. Comment est-ce qu'on concilie les deux métiers. On a souvent des sportifs qui viennent parler du management de façon générale. Là, on a un opérationnel, un manager commercial qui va nous parler de sa philosophie de management et puis comment est-ce qu'on marie les deux métiers. Voilà, encore merci à tous de votre attention. Et je vous propose des séances de questions-réponses si vous en avez. Vous pouvez directement indiquer vos questions dans le chat. Alors,
Alors, j'ai une première question. Quelle est l'attitude à avoir vis-à-vis d'un collaborateur franchement démotivé? Alors, l'attitude à avoir vis-à-vis d'un collaborateur franchement démotivé, si on regarde la matrice skill-will, une première question à se poser, c'est est-ce qu'il est compétent ou pas, hein? Sur quoi on va pouvoir s'appuyer pour l'engager plus efficacement. Et là, vous allez avoir deux cas. S'il est compétent, donc il a une force, ben vous allez à travers des questions précises comprendre ses sources de motivation d'abord, quelle est sa personnalité, qu'est-ce qui le motiverait, hein, une question très simple. Qu'est-ce qui le motiverait, et ensuite travailler sur cette expression. Après, si c'est un collaborateur ni motivé ni compétent, euh, euh, les premières actions, c'est on travaille toujours d'abord la compétence, parce que la compétence entraîne la motivation. La formation est un élément de motivation, donc on va d'abord travailler sur la compétence avant de travailler sur le levier de motivation. Alors, deuxième question. Alors, deuxième question, un peu plus large. Pourquoi les programmes de transformation échouent-ils? Pourquoi les programmes de transformation échouent-ils? Alors ça, c'est une bonne question. Il y a plusieurs analyses. Une première source, et probablement la plus fréquente, c'est le manque de préparation de l'organisation au changement. C'est-à-dire qu'on met en place un nouvel outil, les gens n'ont pas été formés, on n'a pas expliqué pourquoi l'outil était important, on n'a pas expliqué comment il fallait l'utiliser. Et donc, il y a un grand push managérial pour dire il faut utiliser, il faut utiliser, il faut utiliser. Et puis finalement, les gens, comme ils n'ont pas compris le sens de l'utilisation, ou comme ils ne savent pas très bien comment faire, qui sont ni motivés ni compétents pour utiliser, très rapidement, la transformation échoue. Donc, première cause d'échec des programmes de transformation, c'est le manque de préparation et d'accompagnement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans tous les programmes de transformation, il y a un budget change management qui est significatif, qui peut représenter 20-30% de l'ensemble du programme. Deuxième raison, on s'est bien préparé, on a bien formé les gens, on a poussé, et puis les gens ont adopté le changement. Et puis derrière, le sujet disparaît des radars. Le management change de focus. On avait mis en place des incentives en se disant qu'il fallait démarrer les bonnes habitudes, et puis qu'une fois que les habitudes seraient prises, ça roulerait tout seul. Et on s'aperçoit que l'organisation retombe dans son équilibre antérieur. Et alors là, c'est un défaut qui est très fréquent aussi, c'est de se dire qu'une fois qu'on a lancé la machine, tout est gagné. Et là, la solution, c'est d'intégrer dans les rituels de management le bon suivi de ce qu'on a voulu transformer. Par exemple, un lancement de produit, j'ai lancé mon produit, et bien ensuite, dans mes KPI ou dans mes interactions de coaching individuelles avec mes managers et les managers avec leurs équipes, je vais continuer à suivre la performance du produit qui a été lancé pour s'assurer qu'on rentre dans cette phase de croissance qu'on a vu tout à l'heure sur la courbe, et que l'organisation ne retombe pas à son équilibre primaire. Voilà. Alors, autre question. Quel conseil donnez-vous à un manager qui manage une équipe à distance? Alors, la matrice Skill-Will, pour ça, elle est merveilleuse parce qu'elle force le manager à se poser des questions, à engager les discussions avec chacun de ses collaborateurs. Et quand on manage à distance, le plus important, c'est d'être à l'écoute de son équipe et de conserver, de maintenir ce lien interpersonnel fort,
qui diminue parce qu'on ne se voit plus au quotidien, parce qu'on ne prend pas de café ensemble, parce qu'on ne va pas déjeuner ensemble. Et donc la matrice Kill Wheel, c'est finalement une invitation à entretenir le dialogue qu'on va avoir avec son collaborateur et à maintenir ce dialogue vivant, même si c'est par téléphone. Donc le conseil qu'on peut donner, c'est de maintenir des rituels. On a fait une masterclass sur le sujet il y a quelques semaines sur la gestion des équipes à distance. Le conseil qu'on peut donner, c'est de renforcer les rituels managériaux, qui soient individuels ou d'équipe, et de s'assurer de leur bonne régularité, qu'on ne manque aucun entretien individuel et aucune réunion d'équipe si elle se passe par téléphone. Et ensuite, renforcer les séances individuelles par des questions plus personnelles. On va être dans une démarche de manager coach, on va être à l'écoute, on va poser beaucoup de questions avant de rentrer dans l'opérationnel et dans la résolution de questions commerciales. Donc voilà, le conseil pour le manage des équipes à distance, c'est la matrice Kill Wheel est une bonne source d'inspiration pour se visualiser où est-ce qu'est chacun de ses collaborateurs, et en fonction de la position de chacun de ses collaborateurs, engager une discussion, beaucoup à l'aide de questions, pour s'assurer qu'on maintient ce lien et qu'on adapte son discours et son management à chacun. Voilà, nous arrivons au terme de cette présentation. Un grand merci à tous pour votre fidélité et votre suivi. Et je vous souhaite une bonne après-midi et à la semaine prochaine pour écouter Ludovic Bard, qui nous parlera de son engagement de sportif de haut niveau, de champion de France de water-polo et de manager commercial chez Allianz. Je vous souhaite une bonne après-midi à tous.